Bien, bonsoir à tous et merci au cercle Fustel de Coulanges de son invitation. C'est un plaisir de vous retrouver. Finalement, sur ce sujet, cette thématique de la liberté d'accès aux armes. Alors, qui était sous-titré dans l'annonce entre danger et liberté. Je vais essayer de pas parler trop longtemps, vous savez ce que c'est. Méfiez-vous, hein, vous savez, quand quelqu'un commence à dire qu'il ne va pas parler trop longtemps, c'est qu'il va déborder. Je vais essayer de parler à peu près 3 quarts d'heure pour garder un temps de questions, plutôt des questions après. Si l'une d'entre elles vous brûlait la langue et qu'elle dût absolument être posée à l'instant, n'hésitez pas non plus. Hein, voilà. Voilà, on est hyper tolérant et cool. Parfois. Alors, finalement, pourquoi c'était l'accès aux armes? Dès lors qu'on parle de liberté d'accès aux armes, de liberté d'accès des citoyens aux armes, à moins que vous ne soyez vous-même tireur sportif ou chasseur, si vous en parlez avec quelqu'un, immédiatement, d'ailleurs ça avait eu lieu pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour avait évoqué la mise en place en France d'un régime de légitime défense privilégié, semblable à ce qui existe en Suisse, une présomption de légitime défense plus grande. Et là, immédiatement, Emmanuel Macron était intervenu. Je ne veux pas que les gens se fassent justice eux-mêmes. On n'est pas au Far West. Je ne veux pas que la France devienne les États-Unis. Alors, bien. Simplement, déjà, il faut se rappeler qu'il y a de fait une interdiction de posséder des armes en France. Concrètement, c'est une interdiction assortie de dérogations pour les chasseurs, les collectionneurs, les tireurs sportifs. Il y a des cas très limités, où vous pouvez demander non seulement à posséder une arme, mais à la porter sur vous, si vous estimez que votre vie est en danger contre des risques d'agression. La loi prévoit la possibilité que vous demandiez à être autorisé à porter une arme. Dans les faits, chaque fois que des gens demandent à porter une arme pour sa défense, c'est refusé. Et si vous contestez le refus, le juge vous donnera tort. Ça va loin parce que si on prend un exemple assez méconnu, Charb, l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo, alors c'est pas connu, ça cadre assez peu avec l'image qu'on peut avoir de Charlie Hebdo et du personnage, mais il était tireur sportif. Or, suite aux menaces réelles qui pesaient sur lui, il avait demandé l'autorisation de pouvoir porter une arme, parce qu'il savait tirer, et en plus, pour lui, ça lui aurait permis de ne pas avoir cette surveillance policière constante. Je pense que parmi nous, on ne sait pas ce que c'est que d'être sous surveillance policière constante, protection policière constante. Il y a quand même des contraintes. Si on veut sortir, aller quelque part, il faut prévenir avant. Vous voyez, donc il voulait, et on lui avait dit non, qu'il n'y avait pas assez de risques contre lui. Et la demande de port d'armes, pour le coup, a été refusée. Donc aujourd'hui, il y a une interdiction de fait de posséder des armes. Même pas de les porter, mais de les posséder. Et si vous en parlez aux gens, j'en parlais encore récemment à une connaissance, non, moi je suis pas trop pour que les gens aient des armes. Réticence à avoir des armes, c'est dangereux, Et pourtant, en fait, il faut savoir, ça fait pas longtemps que c'est interdit en France. Il faut savoir que jusqu'à 1939, la France avait un régime en matière de détention d'armes qui était sensiblement le même qu'aux États-Unis. Et des choses que vous aurez aussi peine à imaginer, c'est jusqu'en 1990, vous alliez chez Decathlon et vous repartiez avec un fusil à pompe. C'était en vente libre. Vous présentiez votre pièce d'identité et vous repartiez avec un fusil à pompe ou un fusil de chasse. Point. Alors, votre nom était enregistré, mais il y avait donc un régime de liberté, sachant que pour l'autodéfense dans votre maison, un fusil à pompe pour un fusil de chasse fait amplement l'affaire. Fermons la parenthèse. Donc, et aujourd'hui, on est passé donc d'un régime de liberté quasi absolue jusqu'à 1939. Vous pouviez avoir des armes de guerre, des fusils, à un régime aujourd'hui d'interdiction. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et puis,
Ah oui, et toujours cet exemple, ça va vous parler puisque ce sont nos voisins, chaque fois qu'on vous dit les armes, attention, tuerie, États-Unis. Je pense que vous l'avez déjà rencontré. Personne ne connaît rien aux États-Unis d'ailleurs, ne sait exactement comment ça se passe, mais c'est la réponse immédiate. Alors, vous qui êtes ici en Haute-Alsace et en Sud-Alsace, vous avez la réponse immédiate. On vous dit États-Unis, vous répondez Suisse. La Suisse a un régime d'accès aux armes extrêmement souple à l'image de celui des États-Unis. Il n'y a une réglementation active sur l'accès aux armes en Suisse que depuis 7 ou 8 ans. Et encore, elle a été adoptée par référendum. C'est le peuple qui a décidé, on ne lui a pas imposé. Mais en France, on n'a pas, on reviendra sur la Suisse, il y a une culture de l'accès aux armes en Suisse qui est assez intéressante. Alors, pour un point très simple, la Suisse fonctionne selon ce qu'on appelle l'armée de milice. C'est-à-dire l'armée professionnelle en Suisse est très peu nombreuse, ils sont que quelques milliers, moins de 5000. Et en revanche, il y a des conscrits, il y a des gens qui font ce qu'on appellerait en France à l'époque le service militaire. Alors le service militaire en Suisse, c'est à peu près 10 mois. Vous avez 4 mois de formation initiale et 6 mois ensuite. Et ces 6 mois, c'est 6 fois un mois, à peu de choses près, qui s'étale sur une dizaine d'années. C'est-à-dire que, et vous prenez rendez-vous pour dire, bah, janvier 2027, j'y vais, puis ce sera février 28, entre 2 semestres d'études, ça se fait assez naturellement. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en Suisse, le tir, oui, quand on est soldat, il vaut mieux savoir tirer, enfin, un peu utile, parce qu'un soldat sans arme, voilà, c'est que de peu d'utilité. Eh bien, l'entraînement au tir se fait à domicile. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'armée, vous ne faites pas de séance de tir. C'est-à-dire que vous pouvez croiser dans le tram, à balle, quelqu'un qui aura son fusil d'assaut en bandoulière. C'est assez rare, la plupart du temps, ils sont en voiture. Ils ont les moyens d'avoir des voitures aussi. Et la personne, bah tiens, samedi matin, je vais au club de tir du village ou de la ville, j'y amène mon fusil, mes munitions, si j'en ai pas assez, on m'en donne, et je tire. C'est la préparation au tir. Et il y a un certain nombre de séances obligatoires que font les soldats. Et à la fin de leur temps de service, à la fin des 6 répétitions, eh bien, ils peuvent garder l'arme à la maison. Voilà. Ils ne sont pas obligés. Avant, ils la gardaient automatiquement. Maintenant, ils doivent demander à la garder. Et vous êtes sans doute allé en Suisse. Je ne crois pas que quand vous êtes en Suisse, vous vous sentez à la merci du tueur qui va débarquer et tuer tout le monde. Ce n'est pas le sentiment immédiat qu'on a en se promenant en Suisse. Voilà. Donc, il y en aura tout à l'heure, c'est que ça veut dire que donner des armes à la population, permettre à la population d'avoir des armes, c'est pas exactement pareil, ce n'est en aucun cas la porte ouverte aux tueries. Il y a eu des tueries en Suisse, depuis 140 ans, on en a eu 2. 2 en 140 ans à l'échelle de la Suisse. Quelqu'un manifestement dérangé psychologiquement au début du XXe siècle, et au début du XXIe siècle, quelqu'un qui est rentré dans le Parlement cantonal à Zoug et qui a fait une douzaine de victimes avant de se donner la mort. Voilà. Donc, distribuer les armes, alors, c'est pas un risque systématique de tuerie. Alors, il y a le cas américain, on va en parler, on viendra, tu auras peut-être des questions, mais voilà, donner des armes ou permettre à la population de s'armer, on va dire pour l'autodéfense, mais pas seulement. C'est un point essentiel de la liberté, on y reviendra. Pourquoi est-ce que les gens devraient se justifier? Et d'ailleurs, si on regarde, il y a dans l'étude un certain nombre de choses sur la législation un peu partout dans le monde. Si vous voulez, à part quelques pays comme la Suisse, les États-Unis, la République tchèque, vous avez la même chose partout dans le monde. La différence, c'est qu'il y a des endroits où la détention d'armes est interdite avec des dérogations pour les chasseurs, pour les tireurs, etc. Et les autres pays où elle est autorisée, cette détention, mais sous condition pour les chasseurs, pour les tireurs. Et quand on regarde les dérogations et les conditions, c'est à peu près
partout les mêmes. Voilà. La vraie différence en termes de liberté, ce sont les pays qui ne vous demandent pas de raison. C'est-à-dire que vous souhaitez vous procurer une arme, on va vérifier que vous respectez les conditions légales, et dès lors que vous les respectez, vous achetez votre arme. C'est le cas en République tchèque, en Suisse, on n'a pas à vous demander pourquoi. Que ce soit pour du tir sportif, pour de la collection, pour faire joli, voilà. Vous avez le droit, vous achetez une arme, ou vous ne l'achetez pas d'ailleurs. Hein. Il est clair qu'aux États-Unis, beaucoup de gens ont des armes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'en ont pas. Alors, on a donc un régime de liberté d'accès aux armes. En France jusqu'à 1939, alors d'où vient-il? Finalement, alors c'est une liberté d'accès aux armes qui est consacrée au moment de la Révolution, mais qui n'a jamais fait l'objet d'un véritable débat. Ça, c'est une caractéristique de l'histoire de France. La liberté d'accès aux armes va être comme une conséquence des circonstances plus qu'un choix rationnel. Alors, au moment de la Révolution, au moment de l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme, dès le début, il y a une influence américaine marquée. On pense aux États-Unis, puisque Lafayette, vous savez que les Français avaient aidé les Américains à battre les Anglais. C'était notre revanche, puisque les Anglais nous avaient virés du Canada en 1763. Donc, en aidant les Américains, c'était une manière de faire à l'envers à ceux dont on sait très bien que ce sont nos vrais ennemis héréditaires. Il suffit de voir un match de rugby France-Angleterre pour le savoir si on a un doute. D'ailleurs, c'est une constante, on sera peut-être l'occasion d'y revenir. La France forte a toujours eu l'Angleterre comme ennemi, la France faible a toujours eu l'Angleterre comme allié. Voilà. L'Angleterre a toujours joué un jeu de balance sur le continent. L'Angleterre, le Royaume-Uni, a toujours aidé le plus faible du continent contre l'unité du continent. C'était vrai à l'époque de Napoléon, ça l'est à l'époque de l'Union européenne. Ils sont toujours les mêmes. Bien, mais au moment de la Révolution, donc, on parle de la Déclaration des droits de l'homme, et Mirabeau, un des révolutionnaires les plus en vue à l'époque, dit, bah tiens, dans la Déclaration des droits de l'homme, ce serait bien qu'on mette un article pour consacrer le droit d'avoir des armes, comme aux États-Unis. Et là, à la Constituante, on refuse. On dit non, on ne veut pas. Alors, ce qui est intéressant, et on peut aller lire le journal officiel, ça s'appelait Le Moniteur à l'époque, qui reprend les travaux parlementaires, et c'est intéressant de voir. Bien sûr, on refuse, mais pourquoi on refuse? Qu'est-ce qu'on refuse? Et c'est écrit noir sur blanc, donc dans le journal officiel, Le Moniteur, il y a écrit qu'il n'y a pas besoin de déclarer un tel droit parce que c'est évident. On ne va pas déclarer une évidence. Évidemment que les gens peuvent avoir des armes. D'ailleurs, sous l'Ancien Régime, ils en avaient tous. C'est sous l'Ancien Régime, d'ailleurs, qu'était née la distinction entre la détention d'armes et le port d'armes. Alors, les rois ont toujours lutté contre le port d'armes. C'est bien connu à travers la réglementation des duels, qui a dû être interdite au moins 50 fois. C'est-à-dire que ça fonctionnait bien. Et les rois, ils étaient partagés depuis Saint-Louis avec deux impératifs contradictoires. Il ne faut pas que les gens portent des armes, parce qu'évidemment, si on porte une arme sur soi, il y aura la tendance à l'utiliser. Mais en même temps, il faut qu'ils aient des armes, parce que si le pays est envahi, il faut que les gens puissent avoir des armes pour se défendre et défendre le pays contre l'envahisseur. Et donc, c'est de là qu'est née cette distinction entre le port d'armes, interdit, très réglementé, et la détention d'armes. Et au moment de la Révolution, donc, Mirabeau évoque l'inscription de la liberté d'accès, de posséder des armes dans la Constitution. On lui dit que ce n'est pas la peine parce que c'est évident. Et on ne reconnaît pas la liberté d'accès aux armes. Mais qu'est-ce qu'on reconnaît en même temps? Le sujet est très fort dans les campagnes, au moment de l'abolition des privilèges. La chasse. La liberté de chasse. Alors, comment vous les chassez sans armes? C'est-à-dire, il y a des arcs, on peut mettre des pièges. Ouais. Eh ben non. Comme il y a une liberté de chasse qui est consacrée, eh bien, par voie de conséquence, il y a la liberté de posséder des armes. Et il n'y a pas de grand débat sur la question.
Alors ensuite, Napoléon va revenir aux affaires, ça va être plus simple, ça va encadrer beaucoup plus strictement les choses. Il y aura les restaurations du 19e et on encadrera la possession des armes. On avait peur des méchants révolutionnaires. Et à la fin du siècle, en 1885, il y a à nouveau une loi qui va consacrer la liberté de posséder des armes. Mais comme au moment de la Révolution, ça se fait de manière indirecte. La loi en 1885 n'est pas une loi qui a pour objet de permettre aux Français de posséder des armes. C'est une loi qui a pour objet de libéraliser le commerce des armes. Donc dans cette loi de 1885, on ne dit pas que les gens ont le droit d'avoir des armes, mais on dit que la vente des armes est libre. La vente et l'achat. Donc évidemment, si vous pouvez acheter, si on peut faire commerce librement des armes, si tout un chacun peut l'acheter, si on compare aujourd'hui, ce serait la même réglementation que pour un cran d'arrêt ou un point américain, que vous avez parfaitement le droit de détenir chez vous et qui est en vente libre pour les majeurs, mais qu'on n'a pas le droit de transporter. C'était finalement à peu près la même chose. Et alors ce qui est amusant, c'est que si vous lisez les débats parlementaires de 1885, vous trouvez les mêmes arguments qu'aujourd'hui. Pour les uns, si on laisse les gens accéder aux armes, eh bien ça leur permettra de se défendre, parce qu'ils évoquaient quand même l'augmentation de la délinquance et de la criminalité. Bon, vous n'avez pas idée de ce que deviendrait la France. Déjà à l'époque, ça leur semblait anormal et exagéré. Et puis de l'autre côté, les agents du ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur a toujours été hostile à cette liberté d'accès aux armes. Ça, ils n'ont pas dévié. Là, les arguments, c'était non, mais si on donne des armes à tout le monde, les révolutionnaires vont en avoir, ils vont tuer des policiers, ce sera l'anarchie, on ne pourra pas rétablir l'ordre. C'est exactement les mêmes arguments. Mais la loi est adoptée. Simplement, le ministère de l'Intérieur, dès le début la loi de 1885, dès le début du XXe siècle, le ministère de l'Intérieur n'a qu'une cesse, c'est d'encadrer et de limiter l'accès aux armes. Comment ils font? Avec des parlementaires, ils tentent de déposer des projets de loi à l'Assemblée. Sauf que sous la Troisième République, vous le savez, c'est la valse des gouvernements, il n'y a aucune stabilité, il n'y a pas de majorité, et les gouvernements chutent les uns après les autres. Et on compte entre 1900 et 1925 au moins une dizaine de tentatives de réglementer un peu l'accès aux armes, et à chaque fois, ça échoue. Ça échoue. Ils n'y arrivent pas, le gouvernement tombe. On aura un début de réglementation qui va arriver en 32-33, et déjà au début des années 30, grâce à un certain Pierre Laval, qui sera plus connu pour ce qu'il fera après. Et c'est assez intéressant parce que Laval est un vieux parlementaire, rusé, et il sait comment faire. Il se dit non, si on retente un nouveau projet de loi, ça va rater, ça va foirer. On va faire différemment. On va faire des circulaires, on va agir par le gouvernement, et comme ça, l'Assemblée ne contrôlera pas. Et c'est comme ça qu'il y a des débuts de réglementation. On commence à prendre le nom, les références des gens qui vont acheter des armes, etc. Ce sera hyper utile. Pour les Allemands, déjà, en 40. Ça, c'est une petite histoire. Pour la sécurité, on fait des fichiers de détenteurs d'armes. Ah, c'est super bien. Il y a un gouvernement qui était en pointe là-dessus, c'était le gouvernement de Weimar, en Allemagne. Il y avait des beaux fichiers avec le nom des détenteurs d'armes, etc. Figurez-vous qu'après janvier 1933 et l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, ces fichiers ont été très bien utilisés. Dès mars 1933, la police est allée directement visiter ceux dont elle avait le nom, militants communistes, détention d'armes. Ok, on va chez lui. Voilà. Les fichiers, c'est à double tranchant. On sait parfaitement qui vous êtes, où vous trouvez, etc. Clairement la panthère. Donc Vichy. Laval utilise l'arme du gouvernement, des décrets, des circulaires, et il commence à encadrer. Et puis en 1939, la guerre arrive, et donc il y a ce décret-loi Daladier, il y en aura d'autres sur la liberté de manifestation, le décret-loi de Daladier, et qui interdit la possession d'armes. Et le décret est pris pour la durée de la guerre, il est resté applicable jusqu'au renouvellement des législations du début du XXe siècle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est toujours en guerre? Je ne sais pas.
Mais ce qui est certain, c'est que la réglementation, depuis ces dates, n'a pas changé. On est dans une logique d'interdiction de l'accès aux armes. Voilà. Et en 1945, d'ailleurs, il n'y a aucun débat. Hein. On prolonge la réglementation, l'interdiction de la détention d'armes, sans discussion. En 1958, au moment de l'adoption de la nouvelle Constitution, il y a un certain nombre de textes qui vont valider toute l'œuvre juridique antérieure. Et là, on se dit, ouais, quand même, on a ce décret, il date de 1939, il n'a jamais été validé par la suite. Le troisième texte adopté par la Ve République, c'est un texte qui valide l'interdiction de posséder des armes. C'est-à-dire qu'au milieu du chaos algérien, il y a quand même des gens qui disent, non, tiens, là, on va faire un truc. Précisément pour empêcher l'accès aux armes. Voilà. Ça, c'est un peu cet élément d'histoire sur la législation d'accès aux armes. Alors finalement, pourquoi est-ce que les citoyens devraient avoir accès aux armes? Je vais m'en poser un peu, là ça fait déjà 25 minutes, je commence à être vieux. Hein. D'après vous, tiens, pourquoi est-ce que les citoyens devraient avoir des armes? Voilà, je pose la question, je me pose un peu. Oui? Pour se défendre. Pour protéger ses concitoyens. Oui. Alors, pour se défendre ou pour protéger ses concitoyens? Pour se protéger déjà soi. Pour se protéger soi, pour protéger la patrie, les concitoyens, oui. Pour se défendre de l'État aussi. Pour se défendre de l'État, oui. Les abus, en tout cas, de l'État qui pourraient avoir une liberté individuelle. Voilà. Alors, se protéger soi, alors j'ai envie, oui, ce sera la légitime défense finalement. Alors, cette légitime défense, j'ai envie de dire oui, mais non. En fait, la légitime défense, c'est même pas une raison de posséder des armes. Et parce que la légitime défense touche vraiment à l'ordre naturel, aux choses qui sont innées, pour lesquelles il n'y a même pas à dire ou à reconnaître quoi que ce soit. Cicéron, donc on est à Rome, 1er siècle, a une formule extrêmement nette là-dessus. Il était amené, il était jurisconsulte, il n'y avait pas d'avocat à l'époque, donc il défendait quelqu'un dans une affaire, et ce quelqu'un était accusé, à l'occasion d'une bagarre, Milon, Milon était accusé d'avoir tué son agresseur. Et Cicéron va le défendre, on a encore la lettre, enfin l'argumentation, la plaidoirie qu'il fait, qui s'appelle Pro Milon, pour Milon. Et là, Cicéron a des mots, il explique que Milon a été agressé, s'est défendu, et qu'en se défendant, il a tué son agresseur. Et là, Cicéron écrit, c'est une loi que nous n'avons pas apprise de nos maîtres, mais que nous tenons de la nature même. Que quand on est agressé, on se défend. Je vais le reprendre parce qu'il le dit mieux que moi, même s'il est traduit, et c'est extrêmement intéressant, et ça montre bien que cette liberté absolue, l'autodéfense, eh bien, bien sûr, c'est tout loin, type, voilà. Voilà ce qu'écrit Cicéron. Il est en effet une loi non écrite, mais innée. Une loi que nous n'avons ni apprise de nos maîtres, ni reçue de nos pères, ni étudiée dans nos livres. Nous la tenons de la nature même. Nous l'avons puisée dans son sein, c'est elle qui nous l'a inspirée. Ni les leçons, ni les préceptes ne nous ont instruits à la pratiquer. Nous l'observons par sentiment, nos âmes en sont pénétrées. Cette loi dit que tout moyen est honnête pour sauver nos jours lorsqu'ils sont exposés aux attaques et aux poignards d'un brigand et d'un ennemi. Oui. Donc là, finalement, l'accès aux armes, c'est même pas une loi, c'est le réflexe, quand on est attaqué, c'est se défendre. Et même la charité chrétienne qui voudrait de tendre la joue droite après la joue gauche, ça ne correspond pas à l'hypothèse de l'agression. C'est une posture intellectuelle qui n'a rien à voir avec la personne agressée qui ne se défend pas. Voilà, donc ça, c'est même pas une raison d'accès aux armes, il n'y a pas à la reconnaître, c'est inné, c'est dans la nature même. Mais ensuite, on a, et c'est un point clé, assurer la défense de sa personne, de ses biens, de sa famille, de ses proches. Et on a cela de manière extrêmement nette chez les Grecs,
En fait, le citoyen va avoir des armes parce que c'est un être libre. On va y revenir. Dans la Grèce antique, il y a deux solutions. Soit vous êtes libre, soit vous êtes esclave. C'est les deux conditions juridiques du monde grec et de l'Antiquité. Vous êtes libre ou vous êtes esclave. Alors certains vont dire, et les métèques? Les métèques, ce sont des hommes libres, des étrangers invités. Mais ils sont libres. Ils n'ont pas les mêmes droits que les citoyens, bien sûr, mais ils sont libres. Et donc cette liberté, vous appartenez à la cité vous protège, et en échange, vous êtes libre. Et donc, on a, là où ça se voit le mieux, ce lien entre citoyenneté, liberté et accès aux armes, alors là, c'est dans le modèle suisse, j'y reviens un instant. Avez-vous entendu parler de l'institution suisse des Landsgemeinde? Les Landsgemeinde en Suisse, c'est essentiellement dans les cantons alémaniques, et aujourd'hui dans les petits cantons alémaniques, à Uri, Schwyz, Appenzell, voilà. Eh bien, les lois sont adoptées, la désignation du maire se fait également ainsi, et même les juges sont élus ainsi, par acclamation et à main levée. Le peuple se réunit sur la place centrale du canton, on lui présente le juge, et par acclamation, oui ou non, et à main levée, il vote. L'augmentation des impôts, c'est aussi comme ça. Voulez-vous augmenter les impôts? C'est à main levée. Rassurez-vous, les dirigeants ont compris. Ils ne demandent pas « voulez-vous augmenter les impôts ?» Ils demandent « voulez-vous de nouveaux services pour nos anciens ?» Ce qui veut dire que oui, il va falloir payer plus. Hein. Ils ne sont pas bêtes non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vote à main levée en Suisse, dans ces cantons, mais on vote également à main armée. Pour pénétrer à l'attention au Landsgemeinde, les Suisses doivent être armés. Alors, ils portent une dague généralement, ou un couteau suisse forcément. Mais vous pouvez regarder sur YouTube un certain nombre de vidéos. Aujourd'hui, c'est très folklorique. Hein. Il y a les grands drapeaux, il y a l'arrivée du conseil municipal. Mais chacun, alors le conseil municipal, ils ont la grande épée d'apparat ou une petite dague. Et les citoyens viennent se rassembler, ils ont chacun un couteau. Et c'est être armé. Et pourquoi? En fait, c'est les vieilles traditions alémaniques. L'homme libre, qu'est-ce que c'est? Il va aller à la guerre pour le clan. C'est-à-dire qu'il est susceptible de donner sa vie pour la patrie, pour le groupe. Et à partir du moment où il est assez grand pour mourir pour le groupe, eh bien, il est assez grand pour voter. C'est-à-dire, à l'époque, pour donner son avis sur le fonctionnement du groupe. Voilà. Et donc, j'ai une arme, je peux mourir pour le groupe, donc je peux parler pour le groupe. Voilà. Et c'est cette tradition que perpétuent les Landsgemeinde encore aujourd'hui. Eh bien, en Grèce, il y a cette idée du citoyen libre, eh bien, il porte une arme. Et vous trouvez ça aussi bien chez Platon que chez Aristote, c'est écrit très nettement. Alors pourquoi? Comme dans ce que reflètent les Landsgemeinde, le citoyen armé, c'est celui qui pourra mourir pour la patrie, mourir pour la cité, défendre la liberté collective. Sachant que si la cité perd à la guerre, le destin de l'homme, c'est au mieux l'esclavage et plus probablement la mort. Les femmes ont plus de chances, surtout jeunes et en bonne santé, de devenir esclaves. Chance. Avec la mort. Voilà. Donc, comme la fin de la cité signifie la fin de la liberté individuelle, il faut que les citoyens puissent être armés pour défendre la patrie. Et puis, il y a aussi ce point dont on parle moins, c'est que c'est également, alors, la liberté contre les ennemis de l'extérieur, la légitime défense, on a vu, c'est les deux points, et puis le troisième point, mais c'est aussi la liberté pour éviter la tyrannie. Parce que les Grecs, à la limite, si vous voulez faire de la science politique, vous pouvez virer tous les livres écrits après le XVIIIe siècle, et même après Clovis. Allez lire les Grecs, il y a tout dedans. Il y a tout. Voilà. Enfin, on peut lire le reste après, mais chez les Grecs, vous avez tout. Et donc, il y a cette idée, ils avaient bien constaté que la cité va être dirigée par des gens, mais que bien souvent, ceux qui dirigent vont avoir une petite tendance à vouloir gouverner pour eux
plus que pour la cité. Et c'est la dérive des gouvernements alors vers la tyrannie. Voilà, l'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, qui dérive vers l'oligarchie, le gouvernement de quelques-uns, la démocratie, le gouvernement de tous, qui dérive vers la démagogie, et la monarchie, le gouvernement d'un seul, qui dérive vers la tyrannie. Voilà, la dérive des gouvernements. Pour éviter cette dérive, les Grecs ont un truc très simple, il faut refuser les mercenaires. Parce que des soldats qui sont des étrangers, des mercenaires, eux, ils vont se battre pour celui qui les paye. Et éventuellement, ils retourneront leurs armes contre le peuple. Machiavel dit exactement la même chose. Et au moment de la Révolution, c'est ce qui fonde la conscription, la garde nationale et le refus des régiments étrangers, les gardes suisses, le royal d'Écosse, etc., etc. Donc il y a cette idée que si les citoyens sont armés, s'il n'y a pas de garde étrangère au service du despote, du chef, eh bien, il ne pourra pas faire n'importe quoi parce que finalement, le gouvernement de la cité va être sous l'œil attentif et armé de ses citoyens. Et si les citoyens sont armés, on ne pourra pas leur imposer n'importe quoi. Voilà, ça c'est la grande réalité que l'on trouve chez les Grecs. Mais c'est amusant parce que cette réalité d'éviter la tyrannie, qui justifie que les citoyens aient des armes, eh bien on fait un petit bond dans l'histoire de 1600 ans, à peu près, et on se retrouve à l'époque de la Réforme et de l'Angleterre. Eh bien, vous trouvez exactement la même chose. Les Anglais expliquent que les citoyens doivent avoir des armes, c'est comme ça que ça va passer aux États-Unis, bien sûr, pour assurer leur propre défense, et notamment la défense de leur conscience. Et contre qui ? Contre les méchants catholiques. Si on prend un des grands textes de l'histoire britannique, des grandes libertés britanniques, c'est le Bill of Rights, le Bill des droits, la loi des droits de 1689. Alors, c'est intéressant quand on va lire ce Bill des droits, et je ne l'ai pas toujours enseigné à une époque où j'enseignais, parce que je ne l'avais pas lu en détail. Il y a dans le Bill des droits, il y a une disposition qui dit que les citoyens ont le droit d'avoir des armes, mais pas tous les citoyens. Les citoyens protestants. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi ? Parce que le roi Charles était catholique, avait des gardes catholiques, et notamment des armées étrangères à son service. Donc, les protestants qui ont gagné, et le Parlement qui avait gagné, considéraient qu'il avait abusé de son pouvoir pour briser les libertés britanniques. Et donc, en contrepartie, on dit maintenant, c'est fini, plus d'armées étrangères, et les sujets protestants doivent pouvoir s'armer. C'est ainsi que cette idée va basculer, va traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Et c'est là qu'aux États-Unis, elle va prendre corps dans le fameux deuxième amendement. C'est-à-dire que la Constitution américaine est adoptée, et juste après, ils ont ces 10 premiers amendements qui constituent en fait leur déclaration des droits de l'homme. Et là, on retrouve cette racine britannique sur la liberté, alors, qui a liberté d'accès aux armes et liberté de conscience. Les deux vont ensemble, et ça touche à la tyrannie. Parce que, vous savez, parmi les premiers immigrants britanniques, il y en a beaucoup qui étaient persécutés en Europe pour leur religion. Hein, les puritains notamment, les pères fondateurs, etc. Mais, on oublie toujours, ces protestants, et par qui étaient-ils persécutés ? Alors répondez pas, vous avez toujours des gens qui, par réflexe pavlovien, on parle d'un protestant persécuté, c'est les méchants catholiques. Bon, les catholiques n'ont pas toujours été très gentils. À l'époque, personne n'était gentil. C'était une autre époque. Simplement, d'où ils venaient, ces puritains persécutés ? Ils venaient des Pays-Bas, ils venaient d'Angleterre. Et quelle était la religion aux Pays-Bas et en Angleterre ? Du protestantisme aussi. Donc déjà, ils avaient conscience que leur liberté religieuse, leur liberté de conscience, pouvaient être mis à mal par le souverain, qui avait pourtant la même religion qu'eux, une religion semblable. Et donc, aux États-Unis, quand il y a ces amendements, la première chose qui est mise en avant, le premier amendement, c'est
la liberté de conscience, donc d'expression. Liberté absolue. Parce que finalement, si on touche à votre conscience, à votre expression, on peut toucher à votre foi. Et bien ça, c'est hors de question. Simplement, c'est bien beau d'avoir une proclamation, mais comme disait Maurras, au petit oiseau qui sort de son nid, peu de choses manquent pour dire « je suis libre ». Bon, s'il n'a pas une famille qui l'accueille, s'il n'y a pas toute une civilisation qui se penche sur lui, il est mort, le petit oiseau. Cette liberté de conscience, comment on fait pour la protéger? Vous avez le deuxième amendement. J'ai le droit d'avoir une arme pour éviter toutes les atteintes qui pourraient être faites à ma liberté de conscience, de religion, de propriété, etc. Voilà, premier amendement de liberté de conscience. Et pour la défendre, il y a le deuxième amendement. Voilà, vous avez donc le lien absolu. Et aux États-Unis, c'est ce deuxième amendement qui consacre la liberté de possession des armes. Il est absolument garanti. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut s'acheter des armes aux États-Unis. Il y a des conditions, même dans un certain nombre d'États. Alors déjà, ce n'est pas aux États-Unis. Ça, c'est un point clé, on y reviendra. Quelqu'un qui vous dit aux États-Unis, dites-vous qu'il est en train de vous mentir. Le aux États-Unis, ça n'existe pas. Tout simplement parce que dans un État fédéral, il y a les lois fédérales et ensuite il y a les lois de chaque État. Et aux États-Unis, les lois fédérales couvrent un domaine extrêmement restreint. Le cœur de la législation, 95% des lois aux États-Unis, ce sont des lois locales, des lois d'État. Donc, au Texas, en Californie, dans le Vermont, le Massachusetts, vous avez des règles particulières d'accès aux armes. Il y a des endroits où il faudra très peu de conditions. Dans d'autres endroits, il faudra prouver qu'on est en bonne santé, qu'on a suivi une formation au tir, etc., etc. Chaque État est libre. Mais ce qui a été consacré en 2022 par la Cour suprême des États-Unis, c'était clairement de dire qu'on ne pouvait pas interdire par principe l'accès aux armes. Donc la liberté a été retrouvée. Alors, maintenant, pour amorcer un peu sur est-ce qu'il y a un problème d'armes aux États-Unis? Oui, sans aucun doute. Ça, il y a beaucoup de morts par arme. Les États-Unis sont aussi le pays qui connaît le plus de possession d'armes par habitant. Le deuxième, c'est le Yémen, le troisième, la Suisse. Simplement, il y a à peu près 40 000 décès par arme aux États-Unis. Il faut voir que plus de la moitié d'entre eux, même les 2 tiers d'entre eux, ce sont des suicides. Donc, c'est pas exactement ce qu'on entend par violence par arme. Il y a aussi beaucoup de règlements de compte, beaucoup de crimes, qu'ils soient conjugaux ou autres, et ce qu'on appelle les fameuses tueries de masse. Les tueries de masse, depuis qu'on les dénombre, depuis une cinquantaine d'années à peu près, il y a eu 3000 victimes. 3000 victimes, alors évidemment c'est beaucoup, et sur 50 ans, ça fait, si je ne me trompe pas, ça en fait 60 par an. Sur les 50 États. Vous avez plus de chances de mourir de tous les accidents domestiques que dans le cas d'une tuerie de masse. Alors, revenons un peu sur les États-Unis. Il faut savoir qu'il y a des problèmes aux États-Unis. Autant il y a un contrôle de l'accès aux armes, il y a quelque chose qui fonctionne très mal aux États-Unis, sachez-le, c'est le marché de l'occasion. Il y a aussi quelque chose que nous n'en sommes pas familiers, mais aux États-Unis, ça se fait. Tiens, c'est ton anniversaire, je t'offre un fusil d'assaut. C'est un cadeau. Alors attention, si vous êtes interdit d'avoir une arme, que la personne le sait et qu'elle vous offre une, donc en contrariété avec la loi, là, elle prendra 20 ans. Et la notion de peine plancher aux États-Unis, ils connaissent, parce que l'actualité en parle. Voilà, mais c'est vrai que le marché de l'occasion et ce système des dons est absolument pas contrôlé, et ça facilite effectivement l'éparpillement des armes. Alors, pour revenir ensuite sur les tueries de masse, il y a des études statistiques qui ont été faites. En France, le sujet est méconnu. Il y a 3 thèses de médecine qui ont été faites là-dessus, de psychiatrie, c'est tout. Aucun livre. Aux États-Unis, vous avez 1 millier d'ouvrages, d'articles, d'études, de thèses sur la question. Ils ont quand même bien travaillé. Qu'est-ce qu'on peut dire de... J'ai étudié le profil, on a eu à peu près 150 tueries de masse
depuis une cinquantaine d'années. Le profil, bah, c'est simple. Alors oui, il faut encore un mythe. Ce n'est pas un homme blanc républicain raciste. Enfin, il peut y en avoir aussi, hein, c'est pas interdit. Et même, il y a même une sous-représentation des blancs parmi les tueurs de masse. Légère. En fait, il y a autant de tueurs de masse que de catégories ethniques aux États-Unis. La proportion est assez semblable. Ce sont des hommes, en revanche. 99,5% des tueurs de masse sont des hommes. On a eu 2 femmes. Et, nouveauté de l'année 2024, oui, on a eu, monsieur, le premier trans, alors je crois que c'est une femme devenue homme qui a fait sa première tuerie de masse. Voilà. Donc ce sont des hommes à 99,5%. Il faut savoir que dans un tiers des tueries, les armes étaient illégalement détenues. On n'avait pas le droit de les avoir. Ensuite, mais alors ça ne vous étonnera pas, les 2 tiers d'entre eux ont des troubles psychiatriques. Ça peut sembler assez logique. On peut ajouter également que pour 90% d'entre eux, ils sont accros à la consommation de stupéfiants. Et essentiellement, ils vivent en ville. Et donc vous avez quand même une dizaine d'États américains dans lesquels il n'y a jamais eu de tuerie de masse. Et c'est ceux qui sont les moins peuplés. Donc c'est un phénomène urbain, c'est un phénomène jeune. Et un dernier point, on passera peut-être aux questions, ça me permettra de revenir sur l'autre point. C'est pas le... Où est-ce qu'elles ont lieu, ces tueries de masse, tiens? Oui? Théophile? Les États Oui, mais dans quel lieu physique? les écoles. Eh ben non, pas les écoles, oui, monsieur? Ah, non. En fait, pas les écoles, contrairement à ce qu'on dit. En fait, ils ont lieu pour la moitié d'entre elles, ces tueries ont lieu sur le lieu de travail. Et d'ailleurs, l'école, à beaucoup d'égards, quand c'est un élève ou un ancien élève, ça peut s'assimiler au lieu de travail. C'est-à-dire que ça en dit aussi beaucoup de la situation économique, des tensions sur le marché de l'emploi. Alors généralement, la personne ne va pas nécessairement tirer sur le bureau dans lequel elle était. Mais c'est l'usine où elle était, l'atelier, le bureau. Plus de 50% de ces tueries ont lieu sur le lieu de travail, interviennent sur le lieu de travail. Voilà. Et sur les écoles, c'est assez minoritaire. Il y en a, évidemment, ça... Mais là aussi, une des dernières qui a eu lieu au Texas, où il y avait déjà eu une tuerie l'année précédente, si vous avez suivi, c'était il y a un mois, il y avait des contrôles, des portiques de sécurité, etc. Et la personne est entrée comment? Elle a vu un de ses copains passer par une porte que quelqu'un a ouvert. « Ah, Max, viens! Oui, oui, je t'ouvre !» Et il est rentré avec ses armes. Voilà. Alors évidemment, ce type de choses amène à des comportements qui sont antinaturels. Ah, tu peux mourir, s'il te plaît? Non, va te faire foutre. Vous voyez, rendre service, non. Enfin, c'est vrai que aux États-Unis, ça peut arriver. Voilà les points principaux que je vais vous dire. Ça fait pile 45 minutes. On va revenir peut-être sur quelques points qui me permettront de revenir. Voilà. On coupe pour les questions, Si vous voulez. Oui, on va couper pour les questions, ça sera plus...